Je voulais te voir, je dis que ça s'arrête. Ça ne va pas continuer. On ne va pas continuer. Ça va s'arrêter là. On ne peut pas continuer à toujours. Tu comprends? Toi, et évidemment toi, c'est quelque chose pour toi, bien évidemment, de ne pas, comment dire, quelque chose qui... Non. Non. Très clairement, si tu ne vois pas, tu vas le voir. On va le voir très vite. On le voit déjà. Tout cela saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Évidemment, toi, c'est quelque chose que tu... Mais nous, tu ne vas pas pouvoir repousser éternellement. C'est le genre de choses qui ne se repoussent pas. On ne repousse pas. Allez, repousse mentalement. Fais vas-y ce travail de mentaliste. Oui, de mentaliste. Où est le problème avec ce mot? Où est le problème? Où est le problème? Ce sont les problèmes en général, tu dis. Tu as sans doute raison. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes, laisse-moi rire. La vie se déroulerait comme ça, là comme ça, de façon parfaite. Ce serait une sorte de chemin. Ça aurait été comme ça, une sorte de chemin, pour toi et moi, bien sûr. Alors on va y aller, Audrey. On peut se raconter des histoires de ce type. C'est quelque chose, évidemment, où cette fiction... Vous avez vu la perruque? Cette fiction. Où est fiction? Où est le problème avec ce mot où tu campes? Je ne t'attaque pas, je te parle. Oui, je te parle. Je te parle très simplement. À un moment donné, il faut dire les choses. Il faut que les choses soient dites. Tu veux le vrai sujet? Le vrai sujet? Pas de problème. Alors on va y aller, Audrey. Je suis prisonnier. Voilà. Clairement prisonnier. Imagine un filet, une toile. Voilà, imagine un filet. Un grand filet. Tu le vois, le filet, par rapport au travail qu'on a fait? Tu as l'habitude de faire apparaître les choses quand elles ne sont pas là. Bien. Alors fais visualiser. Fais imaginer ce filet. Fais-le apparaître. Fais-le apparaître devant les yeux en grand, en très grand. Tu peux le lancer dans la pièce, l'ouvrir, le faire apparaître d'ici à là et d'ici jusqu'au plafond, et le maintenir ouvert. Eh bien voilà, je suis dedans, précisément au centre, et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Audrey. Je n'en peux plus.
Je suis dans le filet, dans cette toile. Et cette situation, je ne la désire plus. Je suis assigné, et je n'ai plus envie d'être assigné. Je suis dans ton regard, et je n'ai plus envie d'être dans ton regard. Dans ce qu'il y a dans ton regard, dans ce qu'il y a derrière ton regard. Toute cette montagne de lave qui n'attend qu'une seule chose, sortir, pour venir transformer ce qui pense en moi, qui a le malheur de dire stop, ça suffit. On arrête. On arrête. On stoppe, mon amour. Reparamétrer. Il faut reparamétrer notre relation. Et alors? Où est le problème avec le mot reparamétrer pour le mot relation? Ma vie, Audrey, elle va de là à là. Et toi et moi, ça sera aller de là à là. Oui. Tu peux vouloir m'arracher la langue. Je sens tout ton corps, de toute sa force, vouloir m'arracher la langue. Vouloir tuer mes éléments de langage. La guerre, Audrey, la guerre, ce n'est pas un truc marrant. Arrête de me regarder, je te connais par cœur! Si tu pouvais lâcher un peu, Audrey. Si tu pouvais oublier le concept de blessure narcissique. Oui, oublier le concept de... Qui es-tu pour penser que je suis à toi? À qui sont les gens? Est-ce que j'ai signé un contrat? Devant qui? Pour combien de temps? Où y a-t-il écrit contrat forever? Arrête 30 secondes, Audrey. Oui, c'est violent, oui. Et alors? Et quand le support se retire, c'est juste blessure narcissique, Audrey. Et tu voudrais que je pleure. Que je dise comme je me plains, comme je te plains. Je vais faire quelques pas en arrière. Je vais m'en aller. Je vais saisir la poignée de la porte, la tourner, ouvrir la porte et sortir. Et ce sera fait! Maintenant, nous devons travailler, Audrey. Nous devons travailler. Nous allons travailler. Nous continuerons à travailler face à face. Je continuerai à regarder ton travail. Tu continueras à regarder le mien. Et ce sera bien. Maintenant, nous devons travailler. Travailler, Audrey. Et ce sera bien. Et... Et tu as fini. Tu as tout dit. Et c'est bien. J'ai tout entendu. Tout. Mais tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas faire quelques pas en arrière. Tu ne vas pas saisir la poignée de la porte. Tu ne vas pas tourner la poignée de la porte. Tu ne vas pas ouvrir la porte et sortir, Sam. Tout cela, non, tout cela ne va pas se passer ainsi. Tout cela ne va pas être unilatéral, pour reprendre des mots que tu as tort employés. Non, Stan, les choses vont être bilatérales. Comme les guerres, puisqu'il faut parler de guerre. Je trouve le mot un peu fort, tu vois. Mais les mots grandiloquents, je te l'accorde. Cela aura toujours été un peu ta marque de fabrique. Sans grande classe, d'ailleurs. Tu vois, les mots, c'est vrai, ils viennent parfois assez vite à la bouche et employer à ton égard l'expression sans grande classe. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui te fera particulièrement plaisir. Mais ce n'est que le début.
fait, mon corps est vidé. Tu as brisé la langue qui en moi, je n'ai plus de mots. La syntaxe, elle doit être quelque part là-bas, peut-être au fond de la salle, sous une chaise. Mais c'est la merde! Stan, c'est la merde! Il y a du pu partout! Du pu sort de partout! C'est dégueulasse, Stan! L'air pue! Je suis sûre que dehors, lorsque tout sera fini, l'air sera pour longtemps, pour ne pas dire pour toujours, puisque le mot toujours, apparemment, tu n'en as pas la taille. Un vêtement trop grand pour toi. Tu n'auras pas, Stan, été taillé pour cela, manifestement. Donc, lorsque tout sera fini, cette injonction dans laquelle tu nous as placés tous deux, pour quelle raison? Finalement, je m'en fous! Tu as tes raisons. Garde-les, je ne veux pas les connaître, vois-tu. Enfonce-les-toi dans la bouche, dans le cul. Tu as un autre mot? Où tu veux. Colle-les-toi sur le front comme un post-it, je m'en tape. Mais lorsque cette boue atroce, talourée, sera dévorée par les micro-organismes qui peuplent l'air, l'air continuera à sentir le cadavre. Ton odeur, l'odeur que tu auras rendue pure. Il t'accompagnera. Mon amour, il te poursuivra. Oui. Comme une mouche à merde. Et les mouches à merde, elles savent où se poser, Stan. Mais pas moi. Pas moi. Alors on va y aller. Tu as parlé, tu viens de parler. Bien. Eh bien, je vais répondre maintenant. Suivant cela, tiens, la définition immuable du théâtre. Quelqu'un parle, un autre s'avance et dit je ne suis pas d'accord. Alors on va suivre la règle immuable du théâtre, puisque tu as décidé de faire aux yeux du monde, de notre vie, une farce abjecte. Ok, on va y aller. Tu as parlé. Eh bien, je suis ce quelqu'un qui avance et qui dit je ne suis pas d'accord. Stan, je ne suis pas d'accord. L'expression est faible, très faible. Mais y a-t-il des mots pour rendre compte de ce qui vient de se passer, de ce qu'un corps, en l'occurrence le mien, vient d'encaisser, Stan? Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il ne faut pas. Peut-être qu'il faut suivre ta technique, celle de l'attaque, Stan. Ta malheureuse tactique de l'attaque. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour m'avoir parlé ainsi? Les êtres humains se parlent-ils comme ça? Les êtres humains se convoquent-ils pour se dire? Je voulais te voir pour te dire que ça s'arrête. Ça va pas continuer. On va pas continuer. Ça va s'arrêter là. On ne peut pas continuer à toujours. Tu comprends? Toi, évidemment, pour toi, c'est quelque chose pour toi, bien évidemment, mais... Qui dit ça? Qui parle comme ça? Les êtres humains font-ils cela?
fiction. Comment as-tu dit? Une fiction! Comment le mot fiction a-t-il pu sortir de ta bouche? Comment? Fiction! 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 Ça sort de la bouche, Stan! Comment fiction se forme dans l'encéphale supérieur pour cheminer jusqu'à la bouche et comme une concrétion prodigieuse, un obus malfaisant, un aérolite débile, arrivé sur ma face, fracturer, pulvériser les maxillaires, exploser la suture frontonasale, les mandibules, l'os temporal, l'hyoïde, Stan, que celle que tu as aimée. Comment? Comment on fait ça? Comment ça existe dans la tête, Stan? Comment? Comment? Toi et moi, ce fut une fiction. Toi et moi, on était dans une fiction. Dans un filet. La pauvre petite métaphore du filet. Dans une toile. Moi, genre, j'avais déployé un filet et je t'avais enfermé dedans. Dans le regard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive, Stan? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton sperme, quand je mouillais, c'était une fiction. Je jouis trop, quand je jouis trop, c'était une fiction. Je jouis dans la tête, tout se passe dans la tête, c'était une fiction. Je t'aime comme jamais, une fiction. Un mausolée. Une prison. Une vie épouvantable. Ça, c'est une vie épouvantable. Une fiction détestable. Ça, c'est notre vie. Mais pauvre connard! Comme je te plains. Comme tu n'as rien compris. Rien. Je t'ai aimé, Stan. Je t'ai tellement aimé. Mais tes mots, cette énergie dont tu les charges. Quelle horreur! Quelle pitoyable combustion! Mettre tout ton talent au service de la vie négative. Non. Non, là je ne suis pas. Je ne suis pas pour la vie négative. Et tout. Tiens, si tout était reparamétrable. Notre relation reparamétrable. Mais pauvre naze, on ne reparamétrera rien du tout. Tu crois que l'amour c'est un stage informatique qu'on reparamètre? Ah oui, tu as raison. On est un appareil jetable à programmation courte. Pas de chaleur dans tout ça. On prend, on jette. Tu m'as prise, tu me jettes. Parfaitement. La blessure narcissique que tu accueilles et tout son cortège de vérité ne sera pas une petite blessure de rien du tout, mais un grand coup de hache qui coupera ton corps en deux par le milieu. Mon courage pour te contrôler. J'ai froid. Je n'en peux plus.
voudrais que ça s'arrête. J'étais la femme la plus forte du monde. Je t'ai portée, Stan. Je t'ai tellement portée. Quelle idiote! Mais je ne regrette pas. J'aurais donné ma vie pour que tu sois heureux. Il faut nous séparer. Je t'ai aimé, connard! Je t'ai tellement aimé! Il faut travailler. C'est fini. Stan. J'espère que tu m'aimes. Nous vous invitons à vous poser la question suivante. Êtes-vous plutôt loup ou plutôt petit chaperon rouge? Dans l'espoir que ceux qui va suivre vous donnent des éléments de réponse, nous vous souhaitons un très bon spectacle. Il était une fois une petite fille qui n'avait ni frère ni sœur, seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, elle jouait, elle jouait, elle jouait. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa maman. Mais le temps manquait à sa maman pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours « Le temps me manque ». La petite fille, un jour, avait voulu faire un cadeau
utile à sa maman, lui offrir du temps. Mais sa mère ne s'était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa petite fille, et tout était resté comme avant. Souvent, la petite fille restait chez elle, dans sa maison, une très petite maison. Parfois il pleuvait, parfois il faisait beau, parfois il y avait d'autres enfants qui venaient devant la maison. Parfois, elle allait jouer avec les autres enfants, parfois elle allait à l'école avec eux, parfois elle s'amusait quand même, mais parfois, elle s'ennuyait souvent. La maman de la petite fille avait une maman elle aussi, qui habitait ailleurs, dans une autre maison, à la campagne. Quand la maman de la petite fille et la maman de la petite fille se voyaient, elles ne se parlaient pas beaucoup, non, car la maman de la petite fille était très fatiguée depuis qu'elle était malade. Elles ne se parlaient pas, mais elles aimaient bien rester assises, juste à ne rien se dire, en silence. La petite fille pensait souvent à la maman de sa maman. Elle y pensait tellement souvent que souvent, elle demandait si c'était aujourd'hui le jour d'aller la voir. Mais sa mère répondait pratiquement toujours non. Elle n'avait vraiment pas le temps d'y aller aujourd'hui. C'était vraiment beaucoup trop loin et elle n'avait pas le temps d'accompagner sa petite fille. La petite fille répondait « Mais je peux y aller toute seule. Mais pourquoi je ne peux pas y aller toute seule? Je suis assez grande maintenant pour pouvoir faire le chemin toute seule. » Sa mère riait car elle trouvait que la petite fille n'est vraiment pas grande du tout. Ah, plutôt très petite même. Oui, vraiment très petite. Elle disait: il faut passer par la route. Il faut marcher presque 1 heure sur la route. Et puis, il faut passer par le bois. Et dans le bois, il y a des bêtes. Plein de bêtes, véritablement monstrueuses, qui te feraient très peur si elles te voyaient. Car elles te verront, disait-elle. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Souvent, quand la petite fille s'ennuyait, elle se demandait si elle aurait véritablement peur le jour où elle rencontrerait sa première véritable bête totalement monstrueuse. Pour occuper sa petite fille qui s'ennuyait et qui voulait toujours aller voir sa grand-mère, la maman de la petite fille dit un jour à sa petite fille: fais donc un gâteau, une tarte, ou même un flan, et s'il est vraiment très bien réussi, alors je te laisserai partir toute seule chez ta grand-mère, mais pas avant. Et la maman de la petite fille ne prenait pas tellement de risques de voir sa petite fille partir toute seule, parce que la petite fille ne savait pas vraiment cuisiner. Certains jours, la petite essayait de faire un flan. Encore un autre jour, une tarte. Et un autre jour encore, un gâteau. Mais ça ratait toujours. Et puis, un jour, on ne sait pas trop comment, pendant que sa maman n'était pas là, la petite fille a réussi à faire un flan. Un flan! Merci. Et quand sa maman est rentrée, elle a pu voir la petite fille debout, à côté de son flan. Un flan très mou. Il débordait presque du plat. Mais qui avait quand même l'air très réussi, très réussi. La maman de la petite fille était très embêtée. Alors elle a dit: demain, si tu veux, et si tu fais très attention à toi sur la route, tu n'as qu'à aller porter le flan que tu viens de faire à ta grand-mère.
Le lendemain, la petite fille était prête à partir toute seule, à faire le chemin toute seule pour aller chez sa grand-mère, avec son flanc emballé par sa maman. En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner. Elle était toute seule sur la route maintenant et elle entendait ses pas résonner. Et elle voyait la maison de sa maman et sa maman au loin devenir de plus en plus petite. Quand la maison de sa maman et sa maman eurent complètement totalement disparu, la petite fille commença à se demander si elle avait bien fait de vouloir partir ainsi toute seule. Elle pensa à sa maman. Elle se demanda si sa maman n'était pas déjà en train de l'oublier. Elle eut d'un coup très envie de pleurer. Et puis elle pensa à sa grand-mère, à qui elle allait faire une véritable surprise. Sa grand-mère serait sans aucun doute très étonnée de la voir ainsi. Sans aucun doute qu'elle la trouverait une très grande fille. Peut-être même déjà un peu femme. Et cela lui donna vraiment envie de continuer. Sans vraiment s'en rendre compte, la petite fille s'était un peu avancée sous les bois. Elle aperçut deux grands yeux qui avaient l'air d'observer dans sa direction. Elle eut tout de suite envie de s'approcher. Ce n'était pas une chose ordinaire qu'elle avait devant elle. C'était même une très belle chose, cette chose qu'elle avait devant elle. Elle se dit qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Elle se dit qu'elle en avait un peu peur, c'est vrai. Mais que cette chose ne ressemblait en rien à la bête véritablement, totalement monstrueuse qu'elle s'apprêtait à rencontrer dans les bois. Elle s'approcha. « 74. » Elle s'approcha encore. 75. Elle s'approcha encore et encore. 76. Elle s'approcha encore et encore et encore. 77. Excusez-moi. Elle se dit que c'était même un peu agréable d'avoir un petit peu peur de quelque chose qui avait l'air d'être aussi vrai. Oui, salut. Elle se mit à parler. Vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît? Et elle eut l'impression que cette chose, ressemblant finalement un peu à un animal, ressemblant finalement un peu à un vrai loup, lui répondait. Je n'ai pas peur de toi. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas, moi non plus. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'ai pas peur. Pourquoi? J'ai parié avec moi-même que j'aborderais le 77e homme qui passerait par ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es très jolie. Toi aussi, tu es très jolie aussi. Je n'ai encore jamais fait une chose pareille. Je n'étais pas surdosée. Mais j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de faire preuve d'audace. Je ne me laisse pas abaisser au rang des preuves de courage. Pour qui me prenez-vous? Ça m'est égal, tout ce que je veux, c'est aller boire un verre avec vous. Vous ne devez pas croire au hasard. Sinon vous vous rendez coupable. Vous renoncez au principe de responsabilité. Cherchez-vous donc quelqu'un qui a l'air sympathique, qui éveille la confiance. Est-ce que tu serais contente si je venais aussi voir ta grand-mère avec toi? Oui. Justement, je vous trouve sympathique. Normalement, je ne me laisse pas entraîner dans ce genre de choses, mais je me suis brusquement souvenu qu'un jour j'étais dans le métro et qu'un homme m'a abordé. C'était un étudiant en médecine qui avait fait une demande de stage auprès de la NASA, laquelle avait été acceptée ce jour-là. Il était seul et il voulait fêter cela avec quelqu'un. Nous avons passé une très belle soirée. Avec moi, vous ne passerez pas une belle soirée. Mais en tout état de cause, elle sera inoubliable. À vous de décider, il est encore temps. Il m'a offert du whisky. Vous connaissez la différence entre du scotch et du bourbon? Il a cité Baudelaire. Vous connaissez Baudelaire? À une passante. La rue assourdissante.
entente, autour de moi, hurler. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston de l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard. Jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. C'est resté gravé là. Si je n'avais pas eu la bêtise ce soir-là de vouloir à tout prix rentrer chez moi dans ma peureuse innocence, au lieu de passer la nuit avec lui comme il me l'a demandé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais aux États-Unis aujourd'hui. Mon mari travaillerait à la NASA, il porterait des chemises hawaïennes pendant les vacances et on aurait une piscine. Dire qu'il est allé jusqu'à m'avouer qu'il m'aimait. Avec moi, sûr que vous n'arriverez pas en Amérique. Mais je ne peux plus faire marche arrière. Est-ce que tu es un peu faim? J'ai quitté mon mari et mes 2 petits-enfants pour pouvoir vivre encore quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant ou jamais. Je suis sans scrupules et prête à tout. Et vous? Qu'attendez-vous de la vie? De la tranquillité. Donnez-moi de la tranquillité. Moi, je ne voudrais plus jamais connaître la tranquillité. Plus jamais. Je ne voudrais plus jamais être obligée de m'ennuyer. Je ne voudrais plus jamais regarder la télé le soir. Je voudrais rencontrer un homme qui soit un dangereux criminel et fuir avec lui à travers toute l'Europe. Je voudrais débarquer à Tanger. Et lorsque le soleil se couche, embrasser le cul des petits Ne garçons. m'énervez pas! Je voudrais ne plus tomber amoureuse. Oui, un peu, c'est vrai. Je voudrais ne plus me marier. Ce n'est pas toujours facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Je voudrais rencontrer l'homme qui fera exploser mon cœur d'une passion tumultueuse et débridée, qui retournera les tréfonds de mon être et qui prendra sans demander. Il n'existera pas d'amour plus puissant que toi. Jamais. Nous allons devoir mourir pour ce monde. Et toi seul vas guérir ce monde. Toi seul.
par l'autre. Et à la fin, on verra bien quel est le premier de nous deux qui arrive avant l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Le loup, car c'était vraiment un vrai loup. Cet animal qui a la réputation d'être dangereux aussi parfois. Ce loup donc, avec qui la petite fille venait d'avoir une discussion, se mit à prendre le chemin qui continue sous les grands arbres. Et la petite fille, elle, prit la direction de la route. Et tous les deux, donc, devaient se dépêcher pour arriver le plus vite possible. Pour arriver le plus vite possible chez la grand-mère de la petite fille. Car c'était cela, le jeu qu'ils jouaient ensemble. La petite fille était très fière d'avoir pu faire une telle rencontre sans quasiment ressentir de peur. Je suis un rat, 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 je suis un rat. Elle était très étonnée. J'ai la tête sur les épaules. Je ne cesse de me répéter que je pars avec un fort handicap. Elle se sentait grande. Les Miss américaines sont beaucoup plus forts que les Miss françaises. Les critères d'élection ne sont pas les mêmes en France que ceux de l'Amérique. Miss Minnesota a une poitrine impressionnante. Elle joue de la harpe classique. Elle collectionne des savons. Elle fait du jogging sur les collines du Minnesota. Miss Utah fait aussi du jogging sur les collines de l'Utah. J'ai vu la photo de Charlie. C'est Miss Minnesota. Elle affirme qu'elle est timide, qu'elle aime la confiture de rhubarbe et la musique classique, naturellement parce qu'elle joue de la harpe. Hélas, je n'ai pas une poitrine impressionnante. Je n'ai pas de poitrine du tout. C'est ça, fort handicap. Elle se dit que plus jamais, elle n'aurait de raison d'avoir à nouveau peur. Au cas où je serais élue Miss, voilà ce que je déclarerai aux journalistes. Je considère ce titre comme une chance de plus à utiliser au mieux et non comme une fin en soi. C'est pour ça que Michel dit que j'ai apparemment la tête sur les épaules, puisque je suis capable de formuler ce genre de phrase sans hésiter. Maman a tant insisté sur l'importance de la cuisse gauche que j'ai désormais en permanence le réflexe de placer ma cuisse gauche, comme elle le désire, légèrement en pied de ma cuisse droite, les pieds formant la lettre V. Et même quand j'attends le bus, je place ma cuisse gauche par rapport à ma cuisse droite, mon pied gauche par rapport à mon pied droit. Il faudra que je pense davantage à mon buste. Je l'entends me répéter. Zabeth, le buste de Speakerine, s'il te plaît. Alors, je sais qu'il faut sortir l'épaule gauche, abaisser l'épaule droite, pencher légèrement la tête à gauche, dépousser le buste et sourire. Elle se réjouissait de la surprise qu'elle allait pouvoir faire à sa grand-mère. Elle était très fière à l'idée de pouvoir lui présenter un vrai loup. Michel ne me comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Parfois, je me demande si j'ai pas été abusée par une certaine image de Michel à la piscine Jules Ferry. Depuis que j'ai parlé avec Mario à la trattoria, parler comme je n'avais jamais parlé avec un homme, je remets en cause mon amour pour Michel. Non pas je suis amoureuse de Mario. Mario n'est pas amoureux de moi. Disons que j'aime Michel, puisque je vis la plupart du temps avec lui. Je suis habituée à Michel, sans jusqu'alors remettre en cause cette habitude. Il y a de bonnes habitudes. Il est furieux depuis que j'ai décidé de me réinstaller dans ma chambre. Cette histoire de chambre, il la vit comme une séparation effective. Mais moi, j'ai besoin de me retrouver, de respirer, de lire, de travailler mon souffle. Et sur ça, sur mon autonomie, Michel ne veut rien savoir. Et depuis la préparation à l'élection, je pense qu'il souffre. Je ne me prive pas de lui parler de Mario, de lui dire combien Mario est un être attentif. L'autre jour, je lui ai dit, Mario est un être fin. Et Michel n'a, en tout cas devant moi, eu aucune réaction. Je reviens à me demander s'il m'aime réellement. S'il m'aimait réellement, il serait jaloux. À moins qu'il me cache ses véritables sentiments. Mais la jalousie, ça ne peut pas se cacher. Donc je lui ai dit, si je te trompais, qu'est-ce qu'il se passerait? Il m'a dit, je te quitterai et je souffrirai, mais je t'oublierai. Il m'affirme que ce qui l'empêche de dormir, c'est cette histoire de chambre. Peut-être cette histoire d'élection. Il dit qu'il ne peut plus dormir. Moi, je suis certaine que s'il dort mal, c'est la bière. C'est mauvais, ça, la bière. Surtout avant d'aller se coucher. Tarin, lui, peut supporter la bière, il est tellement chiant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas un gros estomac. Il regarde papa. À y bien réfléchir, je pense que j'étais abusée par une certaine image de Michel que j'ai rencontrée en été. Et peut-être que si je l'avais rencontré en hiver, je ne serais pas dans la même situation avec Michel. Non seulement je clignais des yeux,
à cause du soleil et de l'eau javellisée. L'eau de la piscine Jules Ferry est beaucoup trop javellisée. Mais j'étais à moitié sourde à cause des plongeons successifs que j'avais réalisés. J'avais plongé 3 fois. Et la 3e fois, j'avais l'oreille droite complètement mouchée. Je pense que j'ai impressionné Michel à cause de mon allure, justement. J'avais les yeux un peu rouges, donc j'ai mis mes lunettes de soleil. C'est fou comme derrière ces lunettes, le monde change, hein. Sochaux, c'est plus Sochaux. J'ai vu Michel qui était en plein soleil, les dos au soleil. Et toutes les imperfections de Michel, auxquelles je me suis habituée d'ailleurs, étaient, grâce à mes lunettes de soleil, à cause de mon étourdissement passager, totalement invisible. J'ai remarqué, surtout d'abord, les fameux cheveux raides et mordorés de Michel qui me ravissent toujours. Ces cheveux qui partent du sommet du crâne et qui tombent sur ses yeux. J'ai toujours aimé les hommes aux cheveux raides. Cela dit, Mario est bouclé puisqu'il est italien. Mario, c'est Mario. Donc tu imagines mon émotion à Jules Ferry lorsque j'ai vu Michel dressé devant moi avec son casque de cheveux mordorés. J'étais gênée à cause de cette oreille bouchée et des yeux rouges. Donc j'ai mal vu Michel, une peau brune, ce qui est faux, puisqu'en temps normal, Michel a une peau très blanche et très fragile. Il a souvent des dartres. Je pense que je préfère profondément les hommes à la peau brune. Mais ce n'est qu'un détail. Ce n'est pas un détail qui va remettre en cause ma relation avec Michel. Cependant, Michel n'est absolument pas conforme à l'image que j'avais de lui il y a 1 an à la piscine Jules Ferry. Je suis pyromatique et délirée. C'est ce qu'a dit Missuta au journaliste. Je suis pyromatique et délirée. Je sais que si j'ai un problème de robinetterie ou d'humidité sur mes murs, Michel me résoudra les 2 problèmes illico presto. J'aime ce qu'est Michel moralement, même s'il ne parle pas ou pense qu'il est intelligent. Mais il refuse de parler. Moi, j'adore parler, analyser les choses. Michel comprend très bien les choses. Il suffit de voir comme il a compris ce qui se passait entre Mario et moi, alors que moi-même, je n'avais pas encore compris ce qui se passait entre Mario et moi. Oh là là. Il m'a dit, je croyais que tu préférais les raviolis à la vapeur plutôt que les pâtes italiennes. J'étais déjà allée 2 fois à la trattoria la même semaine. C'est vrai que la trattoria, c'est Mario, c'est pas les pâtes italiennes. Michel sait qu'une sortie pour moi, ça veut dire le fameux restaurant vietnamien sur la route de Belfort. Et pas une trattoria. Mais à la trattoria, il y a Mario. Mario a de la classe. Oh là là. Mario m'a dit, les gens ici sont finalement bouleversants. Il a dit bouleversants. Ce qui est plutôt inattendu dans la bouche d'un homme. Tu imagines papa ou parrain dire de quelqu'un ou de quelque chose, c'est bouleversant. Je t'assure qu'il était sincère, qu'il ressentait ce qu'il disait. Il était ému. Et quand il est ému, il a cette façon de serrer les lèvres qui le rend encore plus exotique. Elles foncent, elles deviennent brunes. Mario, c'est un autre Mario, avec d'autres lèvres, donc un autre regard, donc un autre visage. Sa mère est napolitaine. Il faut que je me concentre sur l'élection, pas sur ces problèmes, qui ne sont pas de véritables problèmes, puisque j'aime Michel, et que j'admire Mario. Oh, il faut que je parle sérieusement avec Michel. Je n'aime pas les gens qui sont petits dans leur tête, qui parlent derrière le dos, qui sont mesquins. J'aime la bonne du cœur et la santé morale. Quand maman disait « Je vais mourir à la sablière », je me demandais toujours comment on pouvait mourir dans une sablière et quel était l'aspect exact d'une sablière. Jusqu'au jour où papa et moi, nous sommes allés à la sablière. Parce qu'à 8 heures, on n'était toujours pas rentrés. J'ai vu le plan d'eau. J'ai enfin compris qu'on pouvait mourir dans une sablière. Il n'y avait ni les pompiers, ni le SAMU. J'ai vu la couleur du plan d'eau. L'eau était très verte. Papa m'a dit, ta mère n'aime pas mon bar. Ta mère rêve. Puis on a longé la ligne de chemin de fer. Elle n'y était pas non plus. Elle disait ça aussi souvent. Je vais me jeter sous un train. J'aimerais tellement être Miss, il y aura peut-être Europe numéro 1. En fait, c'est peut-être la façon dont Michel s'habille qui fait que Michel m'agace. Michel n'attache aucune importance à la façon de s'habiller. Des fois, je lui dis, ferme les yeux et dis-moi comment je suis habillée aujourd'hui. Michel est incapable de me dire comment je suis habillée. Je pense que c'est très important la façon dont on s'habille, même si on est un peu classique. Je suis plutôt du genre classique. Et au bureau, on remarque que je m'habille bien. Ma chef dit toujours, Zabeth et ses jupes. Michel ne sait pas s'il me préfère en jupe ou en pantalon. Il dit seulement qu'il n'aime pas les femmes maquillées.
Michel a une façon de porter le pantalon qui m'agace. Je lui dis, achète-toi des pantalons qui taillent. Il a toujours des pantalons qui ont l'air d'être les pantalons de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est cette histoire de pantalon qui m'a fait remarquer Mario la première fois. Je me suis dit, tiens, un garçon qui porte bien le pantalon. Grâce à sa tenue Trattoria, on voit ses cuisses, on voit ses fesses. Je pense que les hommes aussi ont des formes que le pantalon doit mettre en valeur pour que ça reste correct. Je ne vois pas pourquoi on ne remarquerait pas la forme des cuisses de Michel. Michel a des cuisses assez belles. Je souhaiterais de tout mon cœur qu'il ait un pantalon saillant. Et ben un sac! Le velours! Je lui ai reproché cette peinture sur le jean. Il m'a reproché de vouloir réintégrer ma chambre. Je lui ai dit que ma chambre c'était pour lire. Il m'a dit que je ne l'aimais pas. Comme si lire loin de lui, ça voulait dire ne plus l'aimer. C'est reparti sur l'élection. Il ne comprend pas ce que ça veut dire pour moi, vouloir être Miss. Que c'est un tremplin, qu'on ne sait jamais, que j'aurai peut-être une chance. Et c'est là qu'il me dit que j'ai apparemment la tête sur les épaules. Mais qu'en fait, je n'ai pas la tête sur les épaules. Je me suis mise à pleurer. Il m'a dit que je n'avais pas de seins. Que toutes les Miss ont des seins, qu'on n'avait jamais vu ça, une Miss qui n'a pas de seins. Alors je lui ai dit que maman, qui a une poitrine assez modeste d'ailleurs, qui a été Madelon à Nancy, a été photographiée par l'Est Républicain, qu'elle a présenté la collection des pulls en laine de France. Il m'a dit que ça n'avait rien changé à sa vie, qu'elle se retrouve derrière un bar neurasthénique. Je lui ai dit qu'avec 20 ans de différence, les choses peuvent changer. Déjà, il y aura une vidéo. Être Miss, ça veut dire cette fameuse somme d'argent. Et pourquoi pas alors aller à fond couvert. Le jour de la sablière, quand on est rentré à la maison, j'ai ouvert le dictionnaire au hasard. Et je suis tombée sur le mot Vancouver, port du Canada, sur le détroit de Géorgie. J'ai revu alors la surface d'eau si verte qu'elle paraissait presque irréelle de la sablière. L'instant, j'avais oublié. J'étais très loin. Je t'avais oublié aussi, maman. Puisqu'il n'y avait ni les pompiers, ni le SAMU. Je n'étais pas morte encore, ce moment-là. Comme si cette eau verte me faisait penser à une autre eau verte que je ne connaissais pas encore. L'eau du Pacifique. Le loup, lui, n'avait vraiment pas perdu de temps. Et il était déjà devant la porte de la maison. Et c'est ainsi que le loup mangea avec appétit la grand-mère de la petite fille. En attendant que celle-ci arrive à son tour et que son tour arrive aussi.
ta porte un peu plus souvent quand il fait beau dehors, mémé. L'air est vraiment meilleur à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais viens, j'ai hâte que tu m'embrasses. Nous sommes tellement tranquilles ici tous les deux. Oui, c'est vrai. Je vais poser mon flanc d'abord. Ah, Oui, bon. je m'assois quand même un peu sur le tabouret là. Je suis un peu fatiguée, alors je fais seulement une petite pause. À cause de mes jambes qui ont trop marché pour venir jusqu'ici. Tu pourrais mieux reposer tes jambes en t'asseyant là sur le lit à côté de moi. Ma mère ne me croyait pas capable de faire tout seul un flanc. Elle me croit encore vraiment petite. Et finalement, je crois qu'elle ne me croit pas capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Les mères, c'est toujours comme ça, non? Oui, c'est pénible. vrai. Viens plus près de moi. Ma mère et moi, on s'entend bien. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout. Alors elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour une enfant. Nous, les mamans, on s'inquiète beaucoup, oui, c'est vrai. Viens plus près de moi. Quand je serai grande, moi, je ne m'inquiéterai pas de rien. Viens. Est-ce que tu veux que je vienne sur le lit, là, à côté de toi? Oui, parce que sinon je crois que je vais m'endormir. Et je ne t'aurais pas vraiment vu tellement tu es loin de moi, on dirait. Tu as une drôle de voix, mémé. Oui, je sais, viens. Viens. Tu veux pas un peu de flanc d'abord? Non. Juste toi. On ne dirait pas la mémé que je connais. On change dans la vie. Moi aussi, j'ai changé. Oui, tu es devenue bien grande maintenant. Viens. Oui, je viens. Si tu as chaud, tu peux enlever tes habits. Non, j'ai un peu froid. Je suis bien comme ça. Allonge-toi, tu seras encore mieux. J'ai un peu chaud maintenant. Je m'assois seulement. J'entends l'orage gronder de plus en plus. C'est seulement que j'ai faim. C'est cela qui fait gronder l'orage que tu aies faim. Oui. Que voudras-tu manger alors? Toi, ma petite fille. Je n'ai pas envie tellement. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi, j'ai seulement faim. Je n'ai pas peur de toi. Je vais quand même te manger. Alors mange-moi, mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Tais-toi maintenant. Non, jamais. Car sinon, je crois que j'aurais vraiment peur.
nouveau, le loup mangea avec appétit la petite fille. Tu sais, toi, que ce n'est pas vrai. Ce qui est un peu triste, mais qui est la réalité. Edwige! Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bien. Vous, ce n'est pas bien. Les gens, Edwige, les gens. Toujours les gens, toujours. Il y a les gens, et quand on les gens, on ne peut rien. On peut toujours, Pas toujours. toujours. Ce n'est pas bien, Edwige. Dire oui tout le temps quand tout le monde pense oui, et non quand tout le monde pense non. Vous, ce n'est pas bien. Dites-leur de partir. On ne peut pas, Edwige. Il y a des gens. Il est trop tard. Beaucoup trop tard. Dites-leur alors qu'ils seront maudits d'être venus en pleine nuit. Les enfants, et les vieux, et les malades. Ils seront maudits totalement. Ils en crèveront. Alors, leurs os s'assécheront et pourriront. Ce jour-là, je le jure, il y aura parmi vous un grand tumulte. Et dans toute la vallée, on verra trembler les poissons du lac, hurler les oiseaux du ciel, et les grands corbeaux iront contre la falaise, s'y fracasser la cervelle. Il est si facile d'enterrer les vivants. Facile. On n'y pense plus. On oublie. La croix sur leur âme et il n'y a plus personne. Le ciel est un toit. Parfois bleu et parfois gris, parfois blanc et parfois noir, même avant la tempête, mais jamais il n'oublie le ciel, la moindre de ses créatures. Moi je veux être comme le ciel. N'oubliez personne. Personne. La croix sur personne. Toujours là. Votre oubli est dégoûtant. Vous vous êtes laissé séduire. Vous êtes fasciné par votre mensonge. Vous en êtes happé, gobé, gommé, vos mains en sont liées, votre âme gigote dans votre corps. Elle a peur, elle est épouvantée, votre âme. Lorsque le jour se lèvera sur la plaine, cet endroit ne sera plus. Il ne sera plus. Il aura explosé, avec tout ce qu'il contient. Et vous serez emportés, 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 emportés. Alors, le temps, le grand complice de la mort, passera à son tour et on vous oubliera. Mais vous, avalez que vous serez dans le ventre de la mort, que vous serez la mort qui commencera sa lente digestion en déversant sur vos têtes décharnées ses acides de métal. Vous serez alors seul, sans personne autour de vous, sans personne pour vous pardonner. Seul. Le loup, Bien rempli de toute la grand-mère et la petite, décida d'aller se reposer au moins plusieurs jours dans le fin fond des bois pour digérer de tels excès. En chemin, il rencontra un homme qui le trouva si gros et si lent pour une telle bête que l'homme prit la décision de l'assommer et de lui ouvrir le ventre pour voir ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur. Peu importe, croyez-moi. Peu importe le feu qu'ils mettront, l'incendie qu'ils feront de nous et de la pluie. Peu importe si les arbres sont en train de crever dehors, si la lune a fondu, si elle finira, la lune, par s'écouler dans le lac noir. Peu importe le vide qui se creuse et qui nous envahit. Peu importe cette inondation par l'invisible. Peu importe la colère des gens, leur rancune, leur désespoir. Peu importe l'argent et peu importe les massacres, les horreurs, les épidémies. Peu importe ces femmes, comme on l'a dit, violées et assassinées, étranglées et noyées
noyés, et peu importe les hommes pendus, peu importe les enfants égorgés, peu importe tout cela, je vous le dis, toutes les horreurs de ce siècle mises les unes sur les autres ne pourront pas m'attrister. Cette nuit, ma joie prévaudra sur tout, car un enfant sortira du ventre de ma sœur. Il m'écoute, et je l'appelle. Je l'appelle de ce lieu horrible qu'on appelle la vie. Je l'appelle de ce lieu ensanglanté qu'on appelle la vie. Je l'invite à la nausée, au dégoût, à la haine. Je l'invite à la grande obscurité. Je l'invite à la solitude, aux peines, aux douleurs du corps. Je l'invite à la guerre, au sang et au carnage. Je l'invite à la grande consolation des êtres. Je l'invite à ce désert lamentable qu'est la vie. Shut up, motherfucker! Fumiste, dissimulateur, pharisien, hypocrite! Saleté, fumier, ordure, pourriture, bâtard! The Lord set the game. Where is the valuable? I know, here it flies. Am I my brother's keeper? Petit con, petit crétin, petit enculé! Shut up! Tu en prends dans la gueule? Motherfucker! Je passais. Oui, je sais, tu passais. Et puis? Rien. 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 Et puis rien. Mais ta gueule, petit con. Je t'ai pas posé de questions, fumier. Tu vois dans quelle colère
ne sais pas à quel point j'ai envie de te péter ta vie, petite tronche. Donc arrête de faire le malin. Vas-y, mollo. Mais alors, mollo, mollo. Never forget what I just said. Easy does it. Easy. Parce qu'en face, ils n'attendent que ça. Que je te fasse sauter la cervelle. Bon. Alors me pousse pas à bout. Me cherche pas. Parce que je peux te plier en deux et te le mettre profond. 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 Tranquille. Rien que pour regarder ta chair grésiller de plaisir et entendre l'obscurité glousser de jouissance. Et ça, ils l'attendent. Ils ont d'abord payé pour ça. Seulement, voilà, je ne suis pas un petit gros merdeux, je suis un artiste. Tout dans la finesse, la subtilité, la grâce. Bon, récapitulant. Donc, Je passais. je sais, tu passais, et puis, Eh bien, je suis passée. tu recommences à te payer ma tête, Stan. Stan. Je sais. Tu ne t'appelles pas Stan. Mais moi, je veux t'appeler Stan. Stan. C'est quoi? Ça ne te plaît pas? Parce que figure-toi, ça me booste de t'appeler Stan. Que ça te plaise ou non, je m'en fiche. Je m'en contrefiche que ça te plaise. Tu t'appelles Stan et tu te la boucles, ok? Je commence à t'aimer, Stan. Je vais donc te parler en tant que quelqu'un qui t'aime bien. Je peux? Oui, évidemment. Merci, Stan. Tu es le genre de type devant lequel on finit toujours par mesurer l'étendue de sa propre imbécilité. Tu es sale, Stan. Tu es très sale. Il y a en toi quelque chose de sleazy, de pourri. Tu es répugnant, Stan. Tu as l'esprit vicieusement retard. You're smart ass. Aren't you just a smart ass, Stan? Stan n'y a jamais pensé. Si, tu es très roublard. En tous les cas, moi je te le dis, tu es foutrement malin, mon petit Stan. Tu es malin, mais tu n'es malin que comme un livre. Depuis que je t'ai menacé de te le mettre jusqu'au trognon, tu n'arrêtes pas de masticoter, de m'emmerder, de me faire chier. Mais poisson d'avril, Stan, poisson d'avril, c'est le job. En général, dès la première menace, ça tremblote de partout. Ça chiale les larmes de son corps. Ça sue les saletés de ses yeux. Ça suffoque, ça rote, ça pète, ça pisse, ça chie. Ça tourne de l'œil. Et ça finit par avouer tout et son contraire. C'est-à-dire n'importe quoi. Mais ils avouent. Bon, reprends ta place, Stan. Cigarette? Fume pas. C'est bien, Stan. Marié? Non. Jamais? Jamais. C'est bien, Stan. Tout commence par une femme, mais tout finit par une femme. Maintenant que nous ne sommes plus que tous les deux, je peux te le dire. Tout a commencé par le sein d'une femme. Le sein gauche. Tout le monde le savait. Toute la cité. Voici l'origine de la nuit. Petit fonctionnaire. Une femme,
votre bureau. Un petit bureau sointant l'ennui comme un journal de province. Sans y croire, vous tentez une prière. Auriez-vous l'indulgence, madame, de caresser mon regard de votre sein gauche? Alors, délicatement, comme une prière qui s'ouvre, la femme écarte son corsage. Son sein nu. Son sein comme une hostie posée sur la langue du regard. Tu imagines, Stan? Tu imagines? Je lui ai demandé ça, comme ça, et voilà qu'elle me montre son sein gauche. Un jour, 2 jours, et le 3e jour, une femme. Une autre, dans le petit bureau ennuyeux comme un journal de province. Vous lui demandez, comme ça, toujours sans y croire, si elle veut bien vous montrer ses seins. Et crac qu'elle me montre ces 2 seins. Non mais attends, déconne pas. J'ai ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là sommeille en moi. J'en fais d'abord tétaniser. Peu à peu, j'ai pris de l'assurance. C'est C'est devenu devenu un jeu. Qui regarde le sein d'une femme brûle un royaume. Mais faut pas croire. C'est bien. Non, c'est bien. Et ça peut être très courageux. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est coriace, une femme. Très coriace. Tu connais New York? New York. Jamais mis les pieds en Amérique. Tu devrais, Stan, tu devrais. Une ville magnifique. A gorgeous city. La plus belle ville du monde, assurément. D'ailleurs, c'est une fille, New York. De Long Island, une fille étendue sur le dos, lascive, avec les jambes délicieusement perverses. Offerte, ouverte, en attente. Une ville jeune, diabolique, à prendre de partout, comme l'Amérique, comme la jeunesse, pas comme l'Europe. L'Europe est figée. Arrêtez, satisfaite d'être vieille. De temps en temps, on répare une route, on répare une loi, on répare un pont. On répare, mais on ne change pas, on bricole. Bon, tu passais et puis... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est tout ce que tu sais, jacassé, je ne sais pas. Tu ne sais jamais rien, Stan. Bon, que proposes-tu pour réparer tout ce gâchis? Un poème? Des claquettes? Une chanson? Quoi? Hein? Stan ne connaît pas de poème. Stan chante comme une casserole. Stan danse comme un pied. Je suis désolée. Je vois que je n'arrête pas de me crever le cul pour essayer de sauver, d'épargner une vie. Alors Stan, et puisque tu l'exiges obstinément en te drapant dans ton mutisme de chiotte, essayant de barbouiller de vulgarité tout ce que j'essaie de créer, il ne me reste plus qu'à appuyer sur la gâchette et tuer à jamais ce silence. Donne-moi ta nuque, Stan. Tu sais, Stan, j'ai finalement compris, et c'est toi qui me l'as enseigné. J'ai fini par comprendre que le pouvoir véritable, le pouvoir absolu, réside non pas dans notre capacité à inoculer à mort, mais bien dans notre choix de ne pas tuer, même si tout nous l'impose.